Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphane Lafay. Salut Stéphane. Bonjour. On s'est rencontrés par le réseau French Founder tous les deux où tu parlais de ton aventure en nous présentant ta chocolaterie dans Marseille. Mais avant tout ça, tu as eu un parcours riche d'entrepreneur. Écoute, du coup, je vais te laisser te présenter et revenir sur ton parcours avant de parler de cette aventure dans le chocolat. Tout d'abord, François-Joseph, je voulais te remercier de cette invitation et je suis ravi d'avoir fait ta connaissance à la chocolaterie qui nous a permis de nous rencontrer et aujourd'hui peut-être faire plus connaissance encore que nous avions pu le faire précédemment. Ah, c'était top. Alors moi, j'ai 52 ans, je suis né en 1972 en Suisse, je suis franco-suisse. C'est un peu une petite particularité, mais qui peut avoir son importance pour expliquer un peu mon parcours. Et j'ai vécu une dizaine d'années en Suisse, puis ensuite je me suis installé en France avec mes parents dans le sud de la France. Et depuis, j'ai pas quitté le sud, où j'ai fait quasiment tout mon parcours, excepté quelques petites exceptions pour mes études et mon service militaire. Et si ma mémoire est bonne, tu es diplômé de l'INSA, hein, c'est bien ça? C'est ça. Après avoir fait les écoles préparatoires, maths sup, maths spé à Nice, j'ai décroché une école, qui aujourd'hui fait partie du groupe INSA et qui précédemment s'appelait, l'ENSAIS Strasbourg, qui est une école, d'ingénieurs. Donc, je suis ingénieur de formation avec une spécialité, en génie climatique. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le chocolat, mais tu as longtemps été dans le génie, dans les énergies, on va dire en Ouais, général fluide. ouais. Comment tu en es arrivé là et quelle a été cette aventure? En fait, alors oui, ma formation de base, donc c'est ingénieur dans le bâtiment pour faire, plus large. Parce que même si, je suis une formation de base en génie climatique, c'est vrai que j'ai travaillé un peu dans différents secteurs du bâtiment, dans mon parcours professionnel. Après avoir terminé mes études à Strasbourg, je suis parti, au Maroc, faire, mon VSNE. À l'époque, ça existait encore et j'ai commencé ma jeune carrière d'ingénieur dans le bâtiment, là-bas. J'ai continué ensuite en France, en atterrissant, à Aix-en-Provence. J'ai démarré d'abord, enfin, comme un ingénieur assez classique, à savoir que j'ai voulu rentrer dans un grand groupe, donc je suis rentré, chez, Cegelec, qui appartenait au groupe Alstom à l'époque. On appelait ça un peu la World Company, mais c'était pas loin de ça. Et au bout de 2 ans, ça m'a un peu ennuyé. Je voulais connaître, le monde de l'entrepreneuriat de façon plus, concrète. Même si on apprend plein de choses, hein, dans les groupes, hein, ça je regrette pas ce passage. C'est toujours très intéressant et je pense que ça m'a permis de voir aussi, enfin d'apprendre des choses intéressantes et puis surtout dans ces groupes, ce qui est pas mal, c'est qu'on me propose pas mal de formations, des formations de vente, des formations, de cadres, à haut potentiel et cetera, qui sont toujours très riches et très intéressantes. Et donc au bout de 2 ans, j'ai voulu aller voir ailleurs et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une société qui était une PME, de taille moyenne à l'époque, qui s'appelle, Crudeli qui s'appelait Crudeli, qui était une société familiale détenue par, une famille qui était la famille Godin, heu, dont le grand-père s'appelait Crudeli, d'où le nom de l'entreprise. Et moi j'ai PME été bien recruté. connue dans le territoire marseillais, hein, Ouais, voilà, ouais, qui était quand même bien connu. Moi personnellement, je la connaissais pas, hein. J'avais un peu des œillères. Je m'étais dit, «Moi, je veux faire une carrière, dans un groupe, monter les échelons et cetera» et au final, écoute, j'ai eu enfin, en fait, ça a été une rencontre, hein, comme souvent dans la vie, hein. En tout cas, dans la mienne, c'est souvent des rencontres et et donc j'ai fait une rencontre avec le fils du dirigeant, qui s'appelle, Gilles Gaudin. Qui m'a t enfin qui m'a ça a été un coup de foudre, on va dire. Je pense que c'était réciproque et très rapidement, donc j'ai intégré sa société, très vite à ses côtés pour, pour la développer. Donc lui, il avait de grandes ambitions pour cette société, dans laquelle aussi il venait de rentrer parce qu'il avait d'abord fait ses armes, chez Eiffage, Construction, donc dans un grand groupe de bâtiments et ensuite, il reprenait les rênes et donc à l'occasion de cette reprise, il a voulu, se staffer et recruter, des cadres dynamiques avec lesquels il envisageait donc de faire un bout de chemin, quoi. Voilà et puis en fait, notre bout de chemin, il a duré 15 ans. Ouais.
Tu t'es associé avec lui, en fait, dans le cadre de cette, Ouais. de ces Alors, ressources. la première année, enfin, je suis rentré en 2001. Je suis rentré en 2001. Moi, j'ai été diplômé en 97. Donc ensuite, je suis parti donc au Maroc 2 ans, et ensuite Cégélec, 2 ans, et après je suis arrivé, 2001, 2002, chez Crudeli. Très rapidement, oui, on a parlé d'association. Ça s'est fait, de manière assez naturelle, une fois qu'il m'avait jaugé, qu'il m'avait jugé apte à devenir un associé, C'était il me l'a important pour proposé. toi? C'était important pour toi, à ce moment-là, de porter une partie de la responsabilité en tant qu'associé? Écoute, je m'étais pas forcément posé la question, moi je rentrais déjà dans une aventure qui était très différente. Donc déjà ça, c'était une première étape. L'association est arrivée très vite, presque non pas trop vite, mais très vite, et donc j'ai même pas eu le temps de me poser la question à un moment donné si, j'allais demander à être associé ou pas. J'ai même pas eu à le demander, et d'ailleurs, c'est ce qui a été assez magique dans cette aventure, c'est qu'en fait, j'ai quasiment rien demandé. Les choses sont arrivées les unes après les autres, et heu et elles ont été à chaque fois, je pense, provoquées par une dynamique et par une croissance qui faisait qu'à un moment donné, on était à fond et que les choses faisaient très naturellement. Donc au bout d'1 an, 2 ans, quand il a vu comment on fonctionnait, comment je travaillais, c'est venu naturellement. Je l'ai même pas demandé. Peut-être que j'aurais fini par le demander, mais en fait, moi, c'était, enfin, je me projetais déjà comme c'était une PME, déjà, je me projetais très rapidement comme si c'était ma boîte. C'est-à-dire que quand j'allais au bureau, j'y allais pas, en disant: «Bon, bah, je vais faire mon horaire et puis voilà, faire mon taf», comme c'était le cas chez Cegidec. Donc très vite, moi, je me suis mis dans le moule d'un entrepreneur sans en avoir le capital. Et donc quand le capital est arrivé, bah, oui, ça m'a semblé assez naturel, même si j'ai trouvé que c'était quand même une opportunité absolument géniale. J'avais pas encore 30 ans et c'était top, quoi. Mmh. Derrière, du coup, 15 ans d'aventure commune. Ouais, voilà, 15 ans de développement, on devait être, je sais pas, je pense à peu près une trentaine dans cette société, avec un chiffre d'affaires de 16-17 millions, et à l'arrivée, au bout de 15 ans, avec également, d'autres associés qui sont venus renforcer l'équipe, hein, puisque quand moi je me suis associé, il y avait également le directeur financier qui a été associé en même temps que moi, et ensuite 2 autres associés qui sont arrivés en cours de route quelques années après. Et donc, oui, au bout de 15 ans, on a terminé avec un chiffre d'affaires qui était autour de 75 millions d'euros, et on avait 400 personnes, et on était, présents, sur une bonne partie de l'arc méditerranéen, de Montpellier jusqu'à Monaco. Mmh. Vous avez fait plusieurs acquisitions? Écoute, non, on a fait de mémoire, on n'a fait aucune acquisition, que de la croissance interne. Hem On a créé, pas mal de sociétés. On a créé une société, enfin si, on a fait une acquisition en Corse. C'était la seule acquisition, je crois, qui était une acquisition partielle. On n'a pas voilà, on s'est associé avec une société corse avec laquelle on a fait un bout de chemin. Bon, c'était intéressant, mais ça a pas été fondamental dans notre développement. Non, les quasiment tout notre développement a été, basé sur du développement, je Interne? dirais, enfin c'est de la croissance interne, du développement de marché, du développement géographique. Donc, à la fois sur des marchés nouveaux, à la fois sur des géographies nouvelles. On a même tenté une aventure qui a quand même duré 5 ans à Mayotte, où là, oui, on avait fait une petite acquisition, mais voilà, ça reste anecdotique dans notre parcours. Non, le gros du développement, c'était géographique, et un marché des grands travaux que l'on a développés, qui n'étaient pas très présents au début chez Crudeli, quoi. Est-ce qu'il y a justement des projets, des grands travaux qui vous ont permis de changer de taille et d'acquérir, heu, un savoir-faire que vous n'aviez pas avant? Oui, bien sûr. On il y a eu une période de grands travaux, à Marseille, dans la période, on va dire j'allais dire entre 2008 et 2010, enfin 2008 et 2009, juste après la crise là, et ensuite, jusqu'en 2013, où on a eu,
on a eu pas mal de grandes opérations, et notamment hospitalières. Je pense que les travaux hospitaliers sont certainement un des leviers qui nous a permis vraiment de passer un cran au-dessus, et surtout vis-à-vis de nos concurrents, parce que faire du tertiaire, du bureau, bon, tout le monde peut le faire. Après une certaine taille, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, c'est une technicité relativement courante. Commencer à aller travailler dans les hôpitaux, ça commence à être beaucoup plus complexe, et avec beaucoup moins de concurrence, et ça nous a permis aussi d'être vus par les grands faiseurs, et notamment Axima, et on en parlera, plus tard, heu, comme des gens, on va dire, un peu plus sérieux, on va dire. Et notamment, le marché pour moi qui m'a le plus marqué, c'est, ce qu'on appelle le bâtiment médico-technique, qui est, le bâtiment aujourd'hui, phare de l'hôpital de la Timone, qui est, un bâtiment dans lequel il y a 30 blocs opératoires, qui est un des bâti qui est le bâtiment le plus technique de tout l'hôpital, et bah, moi j'étais très fier de pouvoir, gagner ce marché-là aux côtés de l'entreprise Pizzarotti, qui est une entreprise italienne qui avait gagné le marché en conception-réalisation, et nous, on était vraiment, voilà, je pense que c'est peut-être le plus gros et le premier plus gros marché que l'on a décroché, c'était autour, je crois, de mémoire, ça doit être 2010, quoi. D'accord. Et du coup, c'est parce que vous avez acquis, en fait, ces compétences spécifiques qu'à un moment, un acteur, est venu vous voir en se disant: «On a envie de consolider le marché», ou c'est la présence géographique au sens large qui a fait votre différence et votre intérêt? Bah, c'est les 2 combinés, en fait. C'est le fait d'avoir, pu accéder à ce type de marché, et ensuite derrière, bah, donc une forte croissance et une présence géographique dans une zone où, heu peut-être, je sais pas, bizarrement, c'était encore une des der le sud-est, c'était encore une des dernières zones où il y avait pas eu beaucoup de concentration, de rachats de boîtes. C'est un marché qui était très éclaté dans des petites et moyennes structures. Les gros faiseurs n'étaient pas présents, parce que historiquement, les gros faiseurs sont plutôt dans l'ouest, sont plutôt, bon, parisiens, lyonnais ou dans l'ouest de la France, et on les retrouvait pas trop dans le sud-est. C'est bon, je sais pas, faudrait faire une étude là-dessus, mais et nous, du coup, on a pris une place, là où on faisait partie de cet écosystème, on a pris une place plus importante, et du coup, on est devenu un peu plus visible, plus technique. Bah, oui, je pense que du coup, on a été un peu, bah, on était plus visible par les plus gros faiseurs qui, eux, par contre, étaient dans des logiques de croissance, de rachat, et n'étant pas présent dans le sud, à un moment donné, je pense que la question s'est posée. On a échangé, nous, avec, différents groupes. Hem, il y a eu, enfin, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Hervé, qui s'appelle, Hervé Thermique, qui était un gros groupe, avec lequel on avait échangé. On a voilà, on a échangé avec pas mal de groupes, et c'est vrai qu'on est devenu beaucoup plus visible, parce que, voilà, parce qu'on a changé d'échelle, on a changé de taille. On avait aussi une particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec les entreprises générales, et ça aussi, je pense, ça a aidé à notre visibilité. C'est aussi une particularité, c'est que les, dans le sud de la France, il y a quand même eu beaucoup d'opérations en entreprise générale, et nous, on rechignait pas à travailler avec eux, alors qu'ils avaient pas forcément bonne presse. Nous, on aimait bien travailler avec eux parce qu'il y avait un contact, et une facilité d'accès qu'on n'avait pas forcément, en direct avec certains maîtres d'ouvrage, quoi. Mmh. La partie, en fait, session, c'est vous qui êtes allé la chercher? C'est des gens qui sont venus vous voir? Il y a eu plusieurs, offres, ça s'est passé comment et comment, en fait, vous y êtes préparés? En fait, la session, au départ, moi j'étais directeur du développement à un moment donné, quasiment les 3 quarts de ma carrière chez Crudeli. Ensuite, Crudeli, on l'a appelé groupe Nexilis parce qu'on a eu plusieurs structures. Hem, Moi, j'étais à fond dans le développement, et je voulais pas, j'avais pas en tête de vendre, en fait, enfin, quand on a commencé à y réfléchir en 2014. Et donc, c'est Gilles Gaudin qui, à un moment donné, je pense que s'est posé la question, mais il y a jamais eu vraiment, à un moment donné, de réunion entre les associés en se disant: «On va vendre». Le groupe, fonctionnait bien, il y avait une belle croissance, et moi enfin, je voulais encore continuer, hein. J'avais, heu j'avais à peine 40 ans, enfin 40, ouais, 42-43 ans. J'avais encore envie de continuer, j'avais encore la niaque,
Et Gilles, on a un petit écart, mais je pense que lui, il avait déjà fait déjà un beau parcours et commençait à y réfléchir. Euh, on a commencé à y réfléchir en 2014. C'est vrai que Gilles en a un peu parlé. On se demandait un peu par quel biais, comment on allait faire. Et on a commencé. Enfin, c'est Gilles qui s'en occupait en fait. Moi, je m'en suis pas occupé. J'étais concentré sur le développement, sur trouver du chiffre d'affaires, hein, parce que chaque année, se dire il faut trouver 70 millions, c'est pas facile. C'était une tâche assez lourde. Et donc, je m'en suis jamais vraiment préoccupé. J'ai un peu laissé faire et je me suis laissé porter. Mais dans les choix qu'on a eu à un moment donné, c'est vrai que la question s'était posée entre vendre à un industriel ou vendre à un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, c'était une option et ça nous permettait éventuellement de continuer à rester. Et l'industriel, par contre, c'était souvent des achats, voilà, ils achetaient 100% et éventuellement, il peut y avoir aussi un accompagnement, mais c'était moins formel. Et, euh, et donc, bon, voilà, quand Gilles a commencé à évoquer ce sujet-là, bah, finalement, c'est rentré un peu dans la tête de tout le monde, et puis on s'est rallié un peu à cette idée-là, et puis on s'est motivé pour convaincre les différents acheteurs potentiels. Les contacts avec Axima ont eu lieu, ça a duré une bonne année, hein, et puis ça s'est fait de manière assez progressive, avec différentes réunions, d'abord de prise de connaissance, d'explications, etc., etc. Et puis petit à petit, on s'est fait à l'idée, quoi. Voilà. Est-ce que, enfin moi j'ai entendu deux choses qui étaient intéressantes, c'est que d'un côté il y en a un parmi les associés qui a géré, ce qui fait que les autres ne se sont pas défocusés du business. Ouais, exactement. Ça Je s'est fait pense que comme ça. c'est un point que beaucoup doivent garder en tête parce que ça permet de garder, on va dire, une tendance commerciale satisfaisante. Mais du coup, toi, tu nous as dit aussi que tu devais repartir chaque année chercher 70 millions. Comment ont été organisées justement les équipes commerciales pour tenir ce rythme-là? Ben, en fait, au niveau commerce, on était, on va dire, alors moi, je représentais la direction commerciale qu'on appelait nous direction du développement, et je gérais dessous une équipe qui faisait principalement des études de prix. Après, en termes de représentation commerciale, on n'avait pas de commerciaux. Les commerciaux, c'était nous. Et quand je dis nous, c'était les, les trois principaux dirigeants qui étaient vraiment, enfin, les trois principaux dirigeants qui étaient vraiment les mains dans le cambouis par rapport à nos clients. C'était bon, Gilles Gaudin, même si les dernières années, il s'était un peu mis en retrait, mais il avait un espèce de rôle de président justement qui venait faire plus des rendez-vous un peu informels et un peu en dehors justement des opérations un peu chaudes justement. Donc il faisait un espèce de commerce de fond. Hein, donc lui, il gérait le commerce de fond. Et après, sur le terrain plus concrètement, moi j'avais donc j'avais Camille Gerbino qui était un des associés et qui lui s'occupait de la partie travaux. Hein, et donc, à ce titre, était également très proche des clients en phase travaux. Et donc, c'était voilà, c'était tous les trois, on était un peu sur le front. Donc, Gilles faisait du commerce de fonds enfin, pas de fonds de portefeuille, mais ce qu'on appelle du commerce plus d'environnement, on va dire. Et avec Camille, ben, nous, on était plus dans le hard. Et puis, moi, je montais les offres. Je répondais aux dossiers, j'allais voir mes interlocuteurs pour pouvoir négocier les marchés et prospecter. Et puis avec Camille également, faisait ce relais avec ses clients pour essayer de... Lui, il essayait de... Enfin, sa toile, c'était plutôt la partie récurrence et la partie, voilà, j'ai un client et puis ensuite je le garde et puis je continue avec. Et puis moi, j'avais à la fois ça, donc je récupérais ces clients-là pour lesquels on faisait des offres et puis et j'allais chercher de nouveaux clients. Mais notre force, notre réelle force qui nous a permis de nous développer, c'était vraiment un service développement et une capacité d'étude. C'était pas uniquement aller faire du commerce et à déjeuner et puis décrocher des marchés sur un bout de comptoir. Ça marche à un certain niveau, mais dès qu'on on atteint
des gros dossiers, c'était du travail. C'était vraiment beaucoup de travail et des études de prix, des études qui permettent, et beaucoup de propositions, une force de proposition. On avait une capacité de frappe assez importante, puisque moi, dans mon bureau d'études, on était 10 personnes. C'est-à-dire qu'on avait 10 personnes capables de faire des études, capables de faire des variantes, capables de faire et répondre à une demande de clients toujours plus exigeants avec des prix où il fallait serrer les prix. Mais pour serrer les prix, ben, le meilleur moyen, c'est pas forcément que de baisser le prix ou la marge, mais c'est d'aller trouver des variantes, faire des études bien pointues qui permettent de trouver des astuces, des optimisations. Et ça, c'était vraiment notre grande force. Et là aussi, où on a pu s'exprimer, c'est qu'il y a eu toute une période, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais où il y a eu beaucoup de conception-réalisation. Et dans la conception-réalisation, justement, il faut avoir cette force de frappe, cette capacité d'étude que les autres sociétés n'avaient pas. Ils n'avaient pas cette capacité à faire des études entre guillemets à perte, parce que un bureau d'études, c'est 10 études et un marché. Hein. Donc, il fallait être capable d'investir dans des études et de se dire bon bah j'ai chiffré 250 millions et sur ces 250 millions de chiffrage, bah, je vais décrocher que peut-être 25 ou 30 millions. Donc, on avait un peu fait ce pari de se dire on va être capable d'offrir des études de qualité, des études de prix, parce que dans nos métiers, on est vraiment sur des études de prix qui sont assez onéreuses, assez complexes, dans le sens où on n'a pas juste un bordereau et on remplit des prix. C'est beaucoup plus complexe. On a des plans, on ouvre des plans et on refait des fois parfois l'étude. Même s'il y a des bureaux d'études qui ont fait des prêts, enfin, qui ont fait des plans de projet, ce qu'on appelle. Nous, si on voulait décrocher des marchés, bah, il fallait être capable parfois non pas de démonter, mais en tout cas d'essayer de trouver des optimisations et donc de faire des études assez poussées pour pouvoir faire des bonnes offres de prix. Et ça, les entreprises générales, ben, elles l'avaient compris, hein, donc elles nous utilisaient un peu comme leur bureau d'études. Et c'était un deal assez donnant-donnant qui fonctionnait bien. Et ça nous a vraiment permis de décrocher des grosses opérations entre 15 et 30 millions. C'était pas, c'était pas, je peux pas dire courant, mais en tout cas, on en décrochait au moins une ou deux par an, quoi. Facile. C'est une très bonne façon de faire de l'acquisition client en montrant l'expertise en fait. Tout à fait, exactement. Et là-dessus, on n'était pas avare, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert après, quand j'ai vu comment on travaillait avec Cima, des fois, par exemple, sur une étude de 30 millions d'euros, qui nécessitait peut-être 250 pages de devis, bah, moi, je remettais tout dans le détail, tu vois? Pour montrer au client le travail qui avait été fait. Certains de mes concurrents le faisaient pas, parce que, ils estimaient que, voilà, bah, il fallait enfin, en gros, ils montraient qu'un petit bout de leur nez parce qu'en se disant: «Bon, ben, c'est risqué, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire, ils vont le filer à la concurrence». Bon, nous, on partait du principe que, bah, on est transparent, on a fait un travail et on montre ce qu'on a fait, quoi. Voilà, c'était un peu, voilà, on était un peu considérés comme des cow-boys parce que certains trouvaient qu'on se dévoilait trop, qu'on était trop, voilà, qu'on était trop, comment dire? Trop transparent vis-à-vis de nos clients, quoi. Mais bon, c'était notre état d'esprit, notre marque de fabrique et au final, je pense que ça a bien fonctionné. Vous choisissez donc du coup de vous adosser. Comment se fait la transition et comment tu la vis toi en tant que dirigeant? Alors au début, je la vis assez mal, parce que comme je te l'ai dit, moi, j'étais pas au départ préparé vraiment à la session. Mais j'étais quand même content, q le choix s'est porté, donc sur Axima. C'est Sachant une filiale du qu'Axima groupe Engie? Ouais. pardon? C'est une filiale du groupe Engie, hein, c'est ça? Voilà, à l'époque filiale du groupe Engie, qui est une société qui était la numéro un en France, hein, numéro un dans le génie climatique et également dans la réfrigération et dans la protection incendie. Et puis en plus, les gens qui nous avaient approchés étaient des gens assez sympas et surtout, vraiment, ils avaient vraiment des âmes d'entrepreneurs. On n'avait pas en face de nous des grands dirigeants de boîtes parachutés. Ou d'écoles d'ingénieurs, genre mine, pont et qui comprenaient pas notre métier. Faut savoir qu'on est quand même dans un métier très très terre à terre, hein. Je veux dire, moi je revendique ça d'ailleurs, hein. Heu,
je suis pas un ingénieur généraliste et ça me pose aucun problème. Au contraire, je suis un ingénieur spécialiste et chaque fois que je devais vendre des opérations, je pense que ça aussi, ça se percevait bien. C'est qu'on voyait que la technique était maîtrisée, que je veux dire, je savais de quoi je parlais, tout en parlant pas uniquement que de technicité, mais je pouvais aussi bien parler d'un devis et d'une négociation de 30 millions d'euros. Je me rappelle d'une négociation à la tour CMA-CGM avec, Saadé, le papa de Rodolphe. Bon, voilà, donc tu passais de cette situation-là où tu avais quelqu'un en face de toi qui, à un moment donné, allait te poser des questions hyper techniques en te demandant de décrire exactement le processus de climatisation de son futur bureau et tout, et comment ça allait marcher, qu'est-ce que j'en pensais. Enfin, c'était assez hallucinant, quoi. Je me rappelle de cette scène, c'est absolument dingue, mais j'en garde un souvenir magique et je garde toujours ce souvenir d'un métier vraiment de technicien. Et donc, en face de nous, chez Axima, on avait, même si c'était un groupe, on avait quand même cet état d'esprit. Et ça ne m'a plu. Et parmi les personnes qu'on a rencontrées, il y en a un dont j'ai appris le décès il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Benoît Malo, et qui était un gars en plus de mon école. Donc ça a aussi un peu aidé. C'est vrai que voilà, il avait 10 ans de plus que moi, et c'était lui l'interlocuteur pour mener à bien les discussions, les négociations, les mises au point, et puis ensuite la transition sur le terrain suite à l'achat. Donc ça Quand s'est est-ce bien fait, et j'en garde vraiment un très bon souvenir, même si au départ j'étais un peu sceptique, quoi. Justement, le côté sceptique, ça s'est traduit comment? C'était, du stress en plus, de la méfiance, Bah, il y avait deux choses. Il y avait bon, la méfiance, oui, la méfiance, parce que effectivement, nous, on part d'une PME et avec une façon de fonctionner dont on savait très bien qu'elle n'était pas conforme au groupe. Euh, Même si on avait des boards, on avait des réunions, on avait plein de choses, ça on savait faire, mais voilà, on avait une capacité de prise de décision hyper rapide. Moi, j'étais capable enfin, j'avais une latitude de prise de décision qui était assez phénoménale, hein, parce que Gilles me laissait énormément de liberté et puis entre associés, on se faisait hyper confiance. Donc oui, j'avais cette crainte-là un peu de me dire: «Voilà, ça va être lourd, va falloir demander, des comités d'engagement, avant de faire un devis et cetera». Bon après, faut savoir que quand on a vendu, moi, j'ai pas eu d'obligation de rester, mais je suis quand même resté et j'avais l'intention de rester un certain temps. J'avais pas défini le temps, mais à un moment donné, au bout de quelques mois, j'avais dit: «Écoutez, voilà, moi je vais rester, mais je vais rester 3 ans». Ce qui était déjà pas mal, hein, parce que n'ayant pas d'obligation, j'aurais pu partir du jour au lendemain. Mais j'avais envie de faire ce bout de chemin. Une fois que j'ai commencé à avoir confiance en eux et même si je savais qu'il y avait ces craintes-là, je me suis dit: «Bon voilà, par rapport aux salariés, par rapport à tous les gens qu'on avait embauchés, qui eux aussi, hein, finalement, enfin, faut y penser, hein, nous on pensait pas qu'à nous, hein, quand on a vendu, on pensait à toutes les personnes. Enfin, moi quand je vois, toutes les personnes qu'on a embauchées dans notre parcours, c'est assez enfin, avec le recul, c'est assez impressionnant. Puis des gens dont on est devenu proche, hein, parce que chez Crudeli, on faisait souvent des soirées, des fêtes et c'était un peu notre marque de fabrique. Chaque année, on avait une grosse soirée et à la fois pour les salariés, mais aussi pour nos clients. Mais voilà, quand on a fait voilà, cette transition, on l'a faite, moi je l'ai faite surtout bon, pour accompagner l'acheteur aussi, mais surtout pour les salariés, pour les rassurer en leur disant: «Vous allez voir, vous allez être dans les mains de gens sérieux, de gens bien, qui vont vous garder, qui vont aussi vous amener un peu plus haut, d'une manière un peu différente», voilà. Et là-dessus, on n'a pas menti parce que la suite a montré que la plupart ont gardé des beaux parcours et même si certains sont partis, je pense ils ont tous été très contents de cette transition, quoi. Tout le monde y a retiré quelque chose d'intéressant. ils ont réussi à trouver leur place dans ce groupe, en fait. Oui, parce qu'ils l'ont fait en douceur. Franchement, ils nous ont pas parachuté quelqu'un. Voilà, moi, je suis resté 3 ans. J'ai Camille qui est resté un peu plus longtemps. Il est resté 3 ans de façon formelle, et après, il les a accompagnés encore 2 ans en accompagnement commercial. Et moi, après, j'avais d'autres choses en tête et notamment, un tour du monde que j'avais programmé et je les avais prévenus au moment de la vente. Je leur ai dit: «Vous savez,
sais pas combien de temps je vais rester, mais à un moment donné, je vais partir faire un tour du monde. Ça fait partie de mes projets. Alors donc voilà, ils m'ont laissé partir tranquillement et dans de bonnes conditions et sans me mettre trop la pression, quoi. Voilà. Ce tour du monde, beaucoup en rêve, raconte-nous comment tu l'as organisé, comment tu l'as fait. Bah écoute, je l'ai organisé en 6 mois. Euh, et au départ, j'avais pas forcément de fil conducteur et au début, ça part, tu sais, ça part un peu d'une espèce de map monde. Moi, j'adore Google Maps. Et donc, je me mets sur Maps et puis je commence à passer en revue les pays, je regarde, machin, tout. Et puis je me dis, bon, bah, ouais, il y a tel endroit qui me plaît, je regarde, je zoome. Et puis, enfin, ça s'est construit tout doucement, mais j'ai mis à peu près 6 mois. 6 mois pour imaginer un parcours, pour imaginer, euh, enfin, pour lister des pays, essayer de voir ce que j'avais envie de voir, ce qu'on avait envie de voir, parce que évidemment, c'est un tour du monde en famille, hein, j'étais pas tout seul. Et, euh, et donc, voilà, ça a mûri tout doucement. Je t'avoue que j'ai pris un peu quelques heures de bureau, mais bon, je l'avais bien mérité, hein, je pense que. Je pense que le travail t'a fait quelques heures de famille aussi, donc c'était Oui, juste. oui, oui, voilà, voilà, j'ai compensé parce que j'ai tellement bouffé des heures de famille, surtout au début, hein, tu sais que moi j'ai 2 enfants et j'ai ma fille que j'ai eue quand j'avais 30 ans et que j'ai pas eu la chance de pouvoir accompagner en tout cas, tu vois, voilà, oui, bien sûr, j'ai passé du temps avec ma fille, mais pas autant que ce que j'aurais voulu parce que forcément, bah, oui, je rentrais à 20h, je partais à 7h. Et ce que j'ai pas fait avec mon fils, il y a eu un deuxième garçon un deuxième enfant en 2015 qui s'appelle Léonard. Et Léonard, en fait, c'est un enfant qu'on a adopté en Colombie. Et lui, je lui avais fait la promesse. J'avais fait la promesse quand tu adoptes, tu fais plein, enfin, t'as plein d'assistants sociaux, de sociaux qui viennent te jauger et qui te posent souvent la question, mais est-ce que vous aurez le temps de vous occuper de cet enfant? C'est pas pareil, etc. Et je dis, écoutez, voilà, c'est simple, moi je suis ma vie est en train de changer. Et donc, oui, je vais passer beaucoup de temps. Et j'ai tenu cette promesse et avec mon fils, je suis pour la première fois. Je suis allé chercher mon enfant à l'école le matin et le soir, ce qui était assez exceptionnel parce que tu te rends compte que finalement, quand tu fais ça, ça prend du temps, hein. Je suis passé par là et je Mais suis c'est d'accord. un luxe assez incroyable de pouvoir dire je vais amener mon enfant à l'école et je vais aller le chercher le soir, sachant que le soir c'est tôt, quoi, finalement. C'est souvent C'est 4 16h30, heures, 17h. voilà. Voilà. Et donc j'ai tenu cette promesse au tout début, juste avant de partir en tour du monde. En 2015. Bon, pour revenir au tour du monde, oui, ça c'est. Bon, donc on a vendu en 2015 et on est parti en tour du monde en 2018. Et j'ai eu mon fils en 2015. Ça s'est fait la même année que l'année de la vente. Voilà, mon fils, à peu près, dans les mêmes. Voilà. Et dans ce tour du monde, tu tombes amoureux de Madagascar. Non, pas tout à fait. Ça s'est pas fait comme ça. En fait, on était allé à Madagascar en 2013 déjà et on a bien aimé ce pays. On a rencontré des gens fabuleux et notamment une personne qui deviendra fondamentale dans la suite. Mais au départ, non, voilà, c'est un pays, on a eu un coup de foudre. Ça faisait partie de nos premiers grands voyages. On n'a pas fait beaucoup de grands voyages en famille, c'était un des premiers. Et voilà, c'est resté dans un coin de la tête. On est parti faire notre tour du monde que j'ai préparé un peu sur mes heures de bureau, comme je le disais. Et ce tour du monde, il était un peu enfin, la première moitié, je l'avais énormément travaillé, très préparé. Et puis la deuxième moitié, beaucoup plus libre, beaucoup plus instinctif. Donc on a fait des choses un peu différentes. Voilà. Il y avait quand même un petit leitmotiv, c'était bon, c'est un tour du monde très nature, avec beaucoup de pays. Des grands pays avec beaucoup de nature que l'on a découvert. Et parmi les fils conducteurs, il y avait des pays avec beaucoup de forêts. Et moi, j'ai commencé petit à petit à devenir un amoureux de la forêt, un amoureux de la nature, ça je l'ai toujours été, mais plus particulièrement un amoureux de la forêt amazonienne, des forêts primaires. Et à chaque fois, cette volonté d'aller voir, tiens, est-ce qu'ils cultivent du cacao dans ce coin-là? Donc, je suis allé voir
un producteur de cacao à Hawaï. Ça paraît dingue, mais il y en a un. En Amazonie, au Pérou, euh, en Asie. Et au fil du voyage, ça a commencé à trotter. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête de faire. Enfin, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose par rapport au chocolat. Le voyage m'a apporté autre chose, m'a apporté plus que le chocolat, m'a fait venir un peu plus vers le cacao, vers cette matière première. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce tour du monde, là je me pose et je me dis, bon ben, qu'est-ce que je fais? Et, donc j'avais donc démissionné de mon poste chez Axima NJ, et la question se posait. La question se posait de savoir ce que j'allais faire. Alors, la première chose que j'ai fait quand on est retourné du Tour du Monde, c'était en 2019. Donc on est parti en juin 2018, on arrive en juin 2019. J'ai pris un billet, je suis parti à Madagascar. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me dis, bon, bah, je vais partir à Madagascar parce que c'est assez facile, c'est proche. C'est proche, enfin, c'est proche, il n'y a pas trop de décalage horaire. Ils parlent un peu le français. Et puis, je gardais ce bon souvenir. Et puis, je me dis, puis c'est une zone de cacao un peu particulière, donc je vais aller voir. Et c'est là qu'est venue l'idée de dire, bah, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'autre. Ça tournait autour du chocolat. Puis finalement, je me suis dit, je vais commencer par être cultivateur de cacao. Voilà. Et ça, j'y avais jamais pensé auparavant. Autant j'avais pensé faire quelque chose autour du chocolat depuis toujours. C'est marrant d'ailleurs quand je vois des fois des anciens collègues de Crudeli et qui viennent me voir à la chocolaterie, ils me disent: «Ah, bah, ça y est, tu as réalisé ton rêve». Je dis: «Mais de quel rêve tu parles?» Et ils me disent: «Ben oui, tu as toujours dit que tu voulais faire du chocolat». Je dis: «Mais quand est-ce que je t'ai dit ça?» Il me dit: «Bah, en 2005, en 2006, en 2007», enfin, des choses dont je me rappelais même plus. En fait, j'ai c'était dans mon inconscient, je devais souvent en parler, chaque fois, des fois, c'est peut-être dans les soirées, on devait me dire, quand on parlait pas de boulot, on me disait: «Ah oui, et toi, qu'est-ce que tu ferais?» Puis moi, je devais dire: «Bah, moi, si je faisais autre chose, je ferais chocolatier». Bon, parce que souvent, on me pose la question: «Mais pourquoi t'es devenu chocolatier? C'est d'où ça vient?» Et j'ai des fois du mal à l'expliquer. C'est tellement ancré en moi, mais que j'arrive même plus à l'extraire, à dire: «Voilà, il y a», tu vois, c'est pas mathématique, c'est pas, voilà, à un instant, voilà, oui, bon, bah, j'ai décidé. Il y Ou a quand pas un j'étais petit, non, j'ai pas d'histoire magique à raconter, c'est juste que je pense que c'était ancré en moi. On est d'une famille, franco-suisse, peut-être que ça peut expliquer quelque chose. C'est vrai qu'on mangeait toujours beaucoup de chocolat à la maison. Ça peut expliquer quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et je me rends compte avec le recul que j'en parlais. J'en parlais beaucoup. Mais vraiment la particularité, ça a été Madagascar qui m'a permis de me développer autre chose que du chocolat, mais de me développer cette envie d'aller comprendre d'où venait ce chocolat et où en était la source, quoi. Où était la source du chocolat finalement. Donc la combinaison de cette volonté de devenir chocolatier, de ce tour du monde qui m'a fait voir tous ces terroirs dans le monde entier et la fragilité de ces terroirs. Parce que moi, s'il y a quelque chose que je retiens aussi du tour du monde, c'est que, et encore une fois, j'en reviens à Google Maps, tu regardes ce qui reste comme zone très verte, mais un vert, pas le vert clair, hein, le vert dense qui correspond à de la forêt primaire, bah, il en reste pas beaucoup. Et quand tu vois que, alors quand tu zoomes sur Madagascar, il en reste encore moins, mais tu vois ces zones et tu te dis qu'à chaque fois, sur ces zones, en fait, souvent, eh ben, il y a des cacao. Et c'est le cas de Madagascar. Un des seuls endroits où il reste encore de la forêt primaire, eh ben, il y a des cacaos. Et cette combinaison donc, de cette passion pour la forêt, de la biodiversité, du chocolat, du cacao, bah, voilà, elle m'a fait aller vers, euh, vers cet achat de terrain que j'ai finalement finalisé en 2019. J'ai acheté un terrain et je me suis dit, bah, je vais devenir paysan, cultivateur de cacao. Et après, je verrai bien ce que je vais faire. La chocolaterie, c'est venu un peu plus tard, parce que ça, c'est en 2019, et Terracoa, c'est 2024. Entre-temps, j'ai fait un autre métier, parce que je l'ai fait peut-être, je l'ai fait parce que d'une part, je me suis peut-être dit qu'il fallait aussi que je me sécurise pour l'avenir, parce que même si la vente, c'était intéressant, hein, la vente, hein, ça m'a permis d'avoir un petit pécule, mais pas un pécule suffisant pour se dire j'arrête de travailler, je fais plus rien. Bon, déjà, c'est pas dans mon ADN.
moi, je suis un entrepreneur dans l'âme, donc il faut toujours que je fasse quelque chose, que je crée quelque chose. Mais donc entre-temps, j'ai eu une phase de transition. Donc j'ai bien acheté ce terrain. J'ai commencé à devenir, voilà, à m'intéresser au milieu du cacao, mais voilà, ça occupait pas tout mon temps et donc j'ai développé une activité de promotion immobilière avec mon frère dans le golfe de Saint-Tropez. Je suis revenu un peu, à mes origines françaises puisque quand, j'ai atterri en France, j'ai atterri, à Sainte-Maxime. Et j'ai retrouvé aussi un peu ma famille parce que c'est vrai qu'en étant à Marseille et puis en étant dans même si c'est pas très loin, je les voyais moins et en revenant sur Sainte-Maxime, bah, j'ai repris contact un peu avec mon frère et puis qui est toujours, entrepreneur dans le bâtiment. Lui, il est maçon et on s'est dit je lui ai dit: «Écoute, moi je travaille dans le milieu du bâtiment et comme je te le disais, je faisais beaucoup de conception-réalisation, donc j'étais très proche des architectes. C'est un milieu que je connaissais bien, dans lequel j'étais à l'aise, hem, encore plus que les maîtres d'ouvrage et j'ai toujours été passionné par l'architecture et donc je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de faire des projets et construire quelque chose» et puis il y avait aussi ce côté, un peu, j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses seul parce que l'aventure entrepreneuriale que j'ai connue, moi, elle était collective et elle était géniale parce que franchement, on était 5 associés, on s'entendait super bien. On avait chacun un rôle très différent, hein. Moi, je m'occupais du commerce, il y en a un qui s'occupait de la maintenance, un qui s'occupait des travaux, un qui s'occupait, hem, de la gestion juridique et comptable et puis Gilles qui présidait. Ça a été un moment absolument génial et de pouvoir, enfin, tu une société comme ça, être tous à 20, c'est quand même assez rare mais j'avais quand même à un moment donné cette envie de me dire: «J'ai envie de me prouver à moi-même que je suis capable de faire les choses seul». Non pas que j'ai pas eu d'autonomie, mais j'avais envie de, voilà, de tester le truc et donc je me suis dit, le bâtiment, c'est un secteur que je connais bien, que j'aime bien, l'architecture, j'aime bien et donc je me suis dit: «Tiens, maître d'ouvrage, c'est pas mal». Tu maîtrises tout, tu gères l'achat du foncier, tu gères, la conception, tu gères les travaux, tu gères la livraison, puis ensuite la vente. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant. Donc là, j'ai fait ça de 2019. J'avais commencé un peu avant en 2018, mais en gros de 2019 jusqu'à 2022, j'ai, hem, j'ai fait des opérations avec mon frère, parfois avec lui, parfois sans lui et puis voilà, j'ai fait des jolies petites opérations dans le golfe de Saint-Tropez et tout en parallèle, en préparant la la 3e phase de mon de mon parcours, qui était, devenir, chocolatier et maîtriser, toute la chaîne. Je comprends. Et donc du coup, après, bah, ce parcours, Terracoa, donc tu as ces terrains que tu as structurés. Comment, on crée une chocolaterie et comment on transforme de la matière brute en un produit, fini en réfléchissant, j'imagine, à différentes recettes? Bah, Alors qu'on déjà, il faut de la passion. Il faut de la passion parce que franchement, je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul, mais déjà aller à Madagascar, acheter un terrain, hem, dans un pays comme Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres du monde, peu structuré, hem, compliqué, avec, une histoire, une façon de faire très, très différente des nôtres. Heu, bon voilà, ça a pas été dur au sens où j'ai bataillé, mais il a fallu déjà comprendre, la culture du cacao, la culture malgache, pour pouvoir comprendre les gens, travailler avec eux et mmh et ça, ça a été voilà et il a fallu évidemment de la passion pour pouvoir, bah, je me suis intéressé aux produits, je me suis intéressé au terroir, je me suis intéressé à l'arbre. J'ai énormément fait de recherches, sur les réseaux et lu énormément d'études. Il y a énormément d'études sur le cacao, hein, parce que c'est un produit qui est quand même relativement important dans notre monde et sur lequel il y a beaucoup d'études qui ont été faites, sur, la mise en place des terroirs, comment mettre en place une cacaoyère, comment, gérer ça, comment, mettre en place tous les outils pour pouvoir, bien la développer, avoir des bons rendements. Donc ça, je me suis formé un peu à la fois sur place, en allant observer et en travaillant moi-même, hein. Moi, j'ai planté des arbres, j'ai fait plein de choses et puis en même temps en m'informant, en lisant énormément d'ouvrages et voilà comment j'ai appris d'abord le monde du cacao. C'est très important parce que le monde du cacao,
souvent il est occulté. Et c'est assez nouveau, hein, cette démarche bean to bar dont on parlait, de la fève à la tablette. Euh, mais même les bean to bar aujourd'hui achètent, certes, non pas chez des gros faiseurs, mais chez des sourceurs qui vont apporter plus de précision sur la provenance des fèves. Mais néanmoins, tant que tu n'es pas allé sur place, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui est très éloigné de nous. Autant quelqu'un qui n'est pas vigneron, mais qui s'intéresse un peu au vin, va savoir apprécier un vin, mais va très facilement pouvoir s'intéresser aux vignes. Autant quelqu'un, un amateur de chocolat, va avoir plus de mal à avoir des informations sur le cacao. Donc, voilà, le terroir et la manière dont on fait du cacao, c'est quelque chose pour moi de très important et auquel j'ai passé énormément de temps. Le chocolat, c'est venu assez facilement, faire des recettes, imaginer des choses. Il faut savoir qu'on est parti de zéro, zéro, zéro. C'est-à-dire que je me suis fait un petit PowerPoint, je me suis fait une ligne comme ça en me disant, bah voilà, on est en janvier 2024 et moi je vais ouvrir une chocolaterie en. Au départ, je voulais l'ouvrir en juillet. Bon, je me suis dit, bon, c'est un peu ambitieux. On va l'ouvrir en septembre. Mais c'est déjà très ambitieux. Hein, je me dis, tu te dis, bon, bah, tu te donnes un planning de 9 mois pour ouvrir une chocolaterie et ouvrir, quand je dis ouvrir, créer. Créer une marque, créer un univers, créer des recettes, acheter des machines, recruter des gens, euh, faire un packaging, euh, trouver un lieu, faire les travaux. Enfin, la liste, elle est longue. Et là, disons, c'est ma formation d'homme de projet, d'ingénieur qui a pris un peu le dessus. Je me dis, bon, voilà. Euh, et puis, j'avais pas l'intention de faire ça seul. C'est-à-dire, j'avais pas l'intention de dire, tiens, moi, je vais être chocolatier et je vais tout faire. Non, je me suis remis dans la position qui avait bien fonctionné, hein, celle de Crudeli, où on monte une équipe. Tu vois, on était cinq. Et là, j'ai fait pareil. Alors, j'ai pris certes la présidence et je suis devenu chef d'orchestre. Et j'ai dit, bon, ben voilà, il me faut un chef de projet. Bon, donc, j'ai recruté une ingénieure chef de projet. Il me faut quelqu'un qui fasse du graphisme. Il me faut quelqu'un qui m'aide sur la mise en place des recettes. Donc, j'ai trouvé un conseiller qui s'appelle Nicolas Goffelmeyer, hein, qui m'a aidé à mettre en place comment on fait des recettes et quelles sont les bonnes recettes, etc. Donc j'ai monté une équipe, la Dream Team, et je les ai réunis. J'ai loué une salle, je me rappellerai toujours, au, comment dire, au Radisson Vieux-Port. Et je leur ai projeté ma frise, là, c'est pas une frise historique, mais presque, où j'ai dit voilà les étapes, on va faire ça là, on démarre là. Oui, j'ai réuni aussi, pardon, j'oubliais, une architecte pour la partie travaux. Et j'ai dit voilà, bon, bah, il me faut une unité dans tout ça. Moi, je veux une unité évidemment il fallait une unité entre le produit qu'on allait créer et l'univers dans lequel on allait le mettre. Et donc, j'ai donné les grandes lignes, les grandes tendances, j'ai donné une ligne directrice et puis j'ai mis tout le monde au travail, quoi. Donc, on s'est tous mis au travail et en l'espace de 4 mois, on a réussi déjà à sortir une ligne, comment dire, une ligne, non pas éditoriale, mais une ligne, enfin, Une charte graphique et voilà, une charte un environnement. graphique, un mood board et quelque chose aussi qui pouvait coller entre le design de la chocolaterie, le design des produits. Et puis, et voilà, donc on a tout mené, j'ai tout mené de front. Alors ça, c'était ma spécialité, mais j'ai géré les travaux. En l'espace de 4 mois, on a fait les travaux de la chocolaterie. Après avoir trouvé un superbe local rue Sainte. La recherche du local, ça a été également une aventure, hein. C'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est pas simple hein, de trouver un local à Marseille. Euh, c'est souvent assez cher pour ce que c'est. Et là, en fait, c'est vraiment un truc de dingue, hein. J'appelle la mairie. C'est un très beau lieu en plus, hein, peut-être. J'appelle la mairie tout bêtement. Sur les conseils de mon ancien associé, Christophe, il me dit, bah, tu sais quoi, appelle la mairie. Des fois, ils ont des locaux. Je fais, ah bon? Je savais pas que la mairie. J'appelle la mairie, j'explique mon projet. Ça a dû leur plaire. Il m'envoie un message en me disant bah, écoute, rendez-vous le 4 janvier, on vous fera des propositions. 4 janvier, j'appelle, bonjour, voilà, on a ça, ça, ça. Et il me parle de ce local. Et en fait, il
La personne me dit: «Bah, voilà, nous, on est juste intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a connaissance qu'il y a ce local qui est sur le marché, on connaît le promoteur, on vous met en contact et vous voyez avec lui». Voilà, ça s'est fait comme ça et en l'espace de quelques jours, on a évidemment le local était génial, hein, 5 m de hauteur, un volume totalement vide, donc on pouvait s'exprimer librement et puis, et voilà comment on a trouvé le local. Et donc l'équipe a travaillé avec ce local, on a travaillé, avec, les lignes directrices que j'avais tracées sur mes choix. Parmi les choix, il y avait une ligne, enfin importante, c'était de trouver un packaging, sans plastique. Ça, c'était un élément fort. Heu, ça fait pas une charte graphique, mais en tout cas, ça contraint un peu aussi sur certains choix. Mais c'est pas grave, c'était assumé. En termes de matières premières, alimentaires, là aussi, j'avais mis des règles, hein, sur la provenance des la provenance des comment dire? Des matières premières, hein, des noisettes, des amandes, et cetera. Il fallait que ce soit en adéquation avec évidemment ce qu'on faisait à Madagascar. Faut savoir qu'à Madagascar, on n'utilise aucun pesticide, ni dans l'air, ni dans les terres et que, tout est fait, en agroforesterie, évidemment dans le plus pur respect de la biodiversité, quoi. Donc il fallait être cohérent sur tout. Voilà et y compris dans la construction, on a essayé d'utiliser des matériaux, le plus naturel possible et de faire un lieu qui puisse, rappeler ça, quoi. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, petite question, dans les chocolats que vous produisez, c'est que vos fèves que vous transformez ou vous achetez aussi des fèves, qui viennent d'autres pays? C'est que nos fèves. On a une petite particularité qui est, la Colombie. C'est un petit clin d'œil à mon fils qui est colombien. Mais, non, non, c'est un concept qui est effectivement un peu différent. Déjà, on est différent parce que, on a une plantation chez Deracoa, donc on n'est pas seulement, producteur de chocolat type Bean to Bar, mais on est également, cultivateur de cacao. Je dis «on» parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le j'essaye de faire venir, les salariés, de Teracoa à Madagascar et cet été, en mois de juin, il y a 2 chocolatiers qui sont venus et qui sont venus 15 jours à Madagascar et qui aujourd'hui sont imprégnés et donc sont capables de pouvoir, expliquer, comment on prépare les fèves à Madagascar avant de les envoyer à Marseille et hem et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais du «on», du fait que c'était une équipe. Oui, voilà, on a, comment dire? J'ai perdu le fil, excuse-moi. C'est pas grave. Hem, Non, mais on parlait du fait que tu étais une équipe et aujourd'hui que, tu faisais le enfin, ma question initiale, c'était de savoir si vous ne travailliez que vos fèves. oui, voilà, excuse-moi, oui, oui, donc oui, on travaille que nos fèves et j'ai ce notre particularité donc c'est de bien connaître, le terroir puisqu'on est producteur de fèves et l'autre particularité c'est de se dire que finalement on va faire qu'une origine. La plupart des bean to bar font plusieurs origines. Ils vont faire, un terroir bien particulier au Pérou, plus un autre au Venezuela, un autre et cetera. Bon, au final, ils finissent tous par faire à peu près les mêmes origines, et les mêmes terroirs et moi ça me dérange pas, hein. Mais, et moi j'ai fait ce pari un peu différent de dire: «Voilà, on a une exploitation et on a une chocolaterie qui est totalement reliée à cette exploitation et on est présent sur toute la chaîne». Et donc pour garder à la fois cette originalité et surtout cette valeur, parce que c'est une valeur à la fois humaine, mais c'est aussi évidemment une valeur financière, hein. Parce que si je me mets à acheter aujourd'hui, avec le contexte actuel du prix des fèves, je perds tout l'intérêt. Aujourd'hui, en ayant, intégré toute la chaîne, je suis pas dépendant des marchés mondiaux, je suis dépendant que de moi-même avec, évidemment des aléas, certes, mais en termes de prix, je maîtrise totalement la chaîne. Alors, actuellement, pour être totalement, transparent, nous, à Madagascar, on a un verger, qui fait 12 hectares, enfin, on a une forêt qui fait 12 hectares, dans lequel on a un verger de cacaoyers qui fait à peu près, 6-7 hectares et qui, comme je le disais, donc, j'ai acquis en 2017 la forêt, mais il y avait quasiment aucun cacaoyer. Je les ai plantés. Le cycle de production d'un cacaoyer, c'est à peu près 4 ans
Et donc aujourd'hui, on commence à monter en puissance en termes de production. Mais je n'en ai pas assez par rapport pour produire tout mon chocolat et donc j'achète des fèves fraîches, ce qu'on appelle des fèves fraîches, donc c'est des cabosses en fait, à mes voisins qui ont le même type de terroir avec les mêmes génétiques et par contre, c'est moi qui fais le traitement, ce qu'on appelle le traitement post-récolte, donc la fermentation qui est l'élément fondamental pour, avoir une bonne fève de cacao, hein. C'est vraiment le le cœur du sujet de la qualité, c'est la fermentation. Donc ça, c'est des choses qu'on maîtrise à 100 et après derrière également le séchage, le tri, l'emballage et l'expédition. Ça, je réalise tout et donc voilà, on joue un peu le rôle de coopérative en achetant un peu à nos voisins. Ça permet aussi de jouer le jeu et d'avoir de bonnes relations de voisinage. Je t'avoue que c'est quelque chose d'aussi important, hein, d'avoir de des liens sociaux, généreux et forts avec nos voisins parce que, il y a toujours sinon, voilà, une espèce de non pas de jalousie, mais si tu veux de 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 risque de pas bien être perçu, quand on arrive comme ça, même si moi je suis associé avec des malgaches, hein, je suis pas tout seul là-bas, j'ai des associés malgaches. On a besoin d'être, voilà, d'être bien avec nos voisins et de montrer qu'on travaille tous ensemble, quoi. Voilà. Je Donc pense voilà, ouais. nous, on est présents sur toute la chaîne et on est vraiment très différents en ce sens des autres et on a voulu aussi donc, s'orienter vers une multitude de produits, qu'on trouve chez un chocolatier classique, mais qu'on trouve moins chez un bean to bar. Un bean to bar va être quand même plus focalisé sur des tablettes. Bien sûr, il va créer quelques produits annexes, mais moins et moins vite que nous. Nous, comme on est concentré que sur un terroir, ben, du coup, on peut proposer beaucoup plus de produits. C'est ce qu'on fait, on propose beaucoup de produits, et notamment un produit qui est franchement pas facile à vendre, qu'on appelle les bonbons de chocolat, les ganaches, que l'on vend dans les boîtes de chocolat, et tu trouveras très peu de bin to bar capables de faire ça, parce que c'est quand même une logistique et, euh, une, comment dire, une technicité assez complexe, quoi. Quand on voit les variations du prix du cacao sur les Ouais, marchés, je pense qu'on est content d'avoir intégré ouais, la carrément. production. Maintenant, juste pour comprendre, pour un magasin, il faut à peu près quelle superficie justement de cacaoyer pour produire la production d'une année? Alors, en fait, c'est assez simple. Pour faire, en gros, une tonne de chocolat, pour faire simple, ça va te faire à peu près 100 entre 100 et 120 000 € de vente. Et pour faire une tonne de chocolat, il faut à peu près une tonne de fèves. Voilà. Quand je dis et là-dedans, il y a à la fois d'un côté, il y a les pertes et après de l'autre côté, tu as à peu près 30 de pertes, mais tu as aussi 30 de sucre en moyenne dans les chocolats que l'on fait. Moyenne de 70, donc 30 de sucre. 30 de pertes, 30 de sucre, grosso modo, un pour un. Ensuite, un une tonne, ça correspond théoriquement à, hem, alors, dans un verger avec un très bon rendement, bien géré et cetera, à maturité, c'est quasiment 1 hectare. C'est les rendements, c'est les bons rendements. À Madagascar, il faut plutôt 2 hectares pour produire ça. Voilà. Donc ça te donne une idée des échelles de grandeur. Nous, aujourd'hui, on a un verger qui fait 6 hectares. Sur ces 6 hectares, on a 2 hectares qui sont à maturité, qui produisent bien, et encore 4 hectares qui sont encore dans des phases de croissance. Donc aujourd'hui, nous, on arrive à produire 1 tonne et demie, à peu près, une tonne et demie. Et après, nous, pour la chocolaterie, aujourd'hui, on est sur des besoins autour de 2 tonnes et demie, 3 tonnes et demie. Hein, on vient de boucler une première saison avec 400 000 € de chiffre d'affaires, mais sur les 400 000 €, il y a, comme on a un salon de thé, on a à peu près 250 300 000 € de chocolaterie pure, et d'où les 250 000 €, Hmm. 2 tonnes 5, tu Ouais, vois, c'est cohérent. c'est à peu près ce ratio-là de chocolat, donc 2 tonnes 5 de fèves, qui correspond à peu près à ce qu'on est capable de produire un peu moins. Nous, on produit un petit peu moins, d'où l'intérêt d'aller aussi chercher, moi, un petit complément chez mes voisins. La croissance, j'espère qu'elle va arriver cette année. Enfin, j'espère, on va tout faire pour.
et notamment la croissance B2B, parce que c'est là où on a les plus gros relais de croissance, hein, et parce que d'une, on n'y a pas forcément consacré beaucoup de temps, et de deux, c'est que je pense qu'il y a un gros potentiel. Moi-même étant dans la position d'un client qui offre des cadeaux à ses clients, sur les dernières années, moi d'ailleurs, j'offrais du chocolat. Tu vois, j'offrais plus du champagne. Quand j'offrais des Marcolini d'ailleurs. Ça faisait vachement plaisir. Des super chocolats. Et même à Pâques, je m'étais mis à offrir des chocolats à Pâques à mes clients. Ils trouvaient ça bizarre, mais bon, moi je trouvais ça marrant. Voilà. Ça fait toujours Et plaisir. De toute façon, du chocolat, je ne connais personne qui le refusera. Donc voilà. ouais, voilà. Oh, puis en plus, ça passe bien, tu vois, parce que bon, c'est vrai qu'après les bouteilles d'alcool et tout, au bout d'un moment, c'était jamais très bien vu par les comités d'entreprise, par ci, par ça. Bon, chocolat, ça passe bien. C'est plus consensuel, ça fait familial. Du coup, tu prévois d'agrandir le verger pour ouvrir d'autres boutiques Non, j'agrandis ou pas. c'est Le pas. verger, il va monter en puissance tout seul. Donc, on est capable aujourd'hui, je te dis, le verger à terme, il va faire 6 tonnes. Voilà. 6 tonnes, ça fait, voilà, je te dis, ça peut faire autour de 600 000 € de chocolat, plus ce qu'on fait à côté et tout. Oui, à un moment donné, ça va pas, à un moment donné, il faudra que je fasse quelque chose, effectivement. Probablement agrandir un peu le verger. Je cherche, mais sauf que aujourd'hui le contexte n'est pas du tout propice à l'achat de terrain. Étant donné la hausse spectaculaire du prix, bah, les terrains ont suivi, hein, forcément. Un terrain qui a du cacao aujourd'hui vaut 10 fois plus à Madagascar, hein, 10 fois plus qu'en 2019. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui de trouver une rentabilité. Et puis je t'avoue qu'aujourd'hui le cash, j'en ai vraiment besoin pour la chocolaterie. Ça brûle évidemment l'ouverture d'une chocolaterie, surtout la manière dont on l'a ouverte, avec un gros investissement de travaux, un gros investissement machine. On a brûlé beaucoup de cash. Donc moi j'ai mis beaucoup de fonds propres dans cette opération. J'ai voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur et beaucoup d'argent. Et donc aujourd'hui, voilà, je me concentre sur arriver à un seuil de rentabilité auquel on n'est pas, hein, ce serait trop beau. Ça reste un commerce artisanal, un commerce de bouche, un commerce donc fragile, hein, c'est vraiment quelque chose que je connais pas, hein, d'ailleurs, hein, et puis et puis un commerce de détaillant, hein, je veux dire, quand quand tu passes, quand je gagne un client qui me commande, pour 200 €, je suis heureux. Quand tu compares chez Crudelli, avant que je sois heureux, il fallait au moins que la commande fasse 2 ou 3 millions, quoi, tu vois? Donc on n'est plus dans les mêmes échelles. Mais bon, voilà, tu sais, moi, j'ai toujours eu un peu ça dans l'âme, et aujourd'hui, même gagner, un client à 20 €, à 50 €, je suis content. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que je me batte pour aller trouver des clients et que la chocolaterie puisse, vivre et être rentable. Et ensuite, je pense que je vais passer dans une nouvelle phase de développement. Heu, Toute la difficulté, c'est de trouver le bon enchaînement. À quel moment développer? Pas trop tard, pas trop tôt. Trop tôt, tu vas brûler trop de cash. Trop tard, ben, tu arriveras plus à prendre le relais d'une croissance qu'il aurait fallu. C'est voilà, tu connais bien ces sujets, je pense. Ça fait partie d'ailleurs j'imagine, de tes compétences, hein. Ça fait partie des choses dont on discute souvent avec des clients, effectivement. Moi, j'avais une question un petit peu, et qui Madagascar, c'est loin, Oui. ça peut faire peur. Est-ce que tu as jamais eu peur d'un risque juridique ou d'un risque, en fait, on va dire, de réelle propriété ou de perte de propriété compte tenu de la distance et du fait qu'on n'est pas sur place pour gérer? Écoute, c'est une bonne question, hein, mais c'est une question que je me suis pas posée. Aujourd'hui, tu me la poses et je me la suis posée, hem, mais au moment où j'ai créé tout ça, je me suis pas posé cette question. C'est vrai que je suis un peu, du côté, prise de risque, je dirais pas que je suis une tête brûlée, mais des fois, c'est vrai que j'ai tendance à mettre un peu la charrue avant les bœufs. Jusqu'à présent, j'ai eu pas mal de chance. Bon, j'ai eu quelques déboires, hein. J'ai pas eu une carrière, parfaite, hein. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, hein. J'ai eu des moments difficiles, mais globalement, je m'en tire plutôt bien. et mmh et je garde ça, quoi. Je garde ce côté positif, et ce côté positif, il est, parfois, oui, bah, il faut pas regarder tous les aspects. Il faut en avoir conscience.
faut l'avoir dans un coin de la tête, mais à un moment donné, il faut voilà. Si je m'étais posé cette question, bah, peut-être que je n'aurais pas acheté ou je me dis: «Ouais, quand même, je vais pas acheter, je suis pas totalement propriétaire» parce qu'effectivement, oui, tu poses la bonne question. À Madagascar, tu n'es pas alors tu peux être propriétaire, hein, propriétaire associé à un malgache, heu, puisque, tu peux pas acheter enfin, si tu es étranger, tu peux détenir, moins de 50 mais pas, 51 quoi. Donc tu peux pas être, plein propriétaire. Donc oui, j'ai pris ce risque-là, j'ai fait ce pari-là. Après je l'ai fait avec quelqu'un, comme, Ghislain qui est la per une personne, en qui j'ai, entièrement confiance et avec laquelle j'ai un lien depuis 12 ans, 13 ans puisque c'est la personne que j'ai rencontrée lors de mon premier voyage, famille, en 2012 et vers lequel je me suis tourné ensuite en 2019 en lui disant: «Écoute, voilà, j'ai une bonne nouvelle, enfin j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir, que tu bosses dur et que tu découvres un nouveau métier. Ça va être, tu vas devenir, cacao févier, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, tu vas devenir cultivateur de fèves de cacao et ça il connaissait pas parce que lui, il était chauffeur et la bonne nouvelle, c'est que bon, bah, du coup, je vais t'aider et puis tu vas travailler avec moi, tu vas être associé et puis j'espère que ça va peut-être changer ta vie». C'est ce qui s'est passé. Et bon voilà, donc j'ai fait un bout de chemin avec lui, ça fait 13 ans qu'on se connaît. J'ai jamais eu de trahison et j'ai confiance en lui et puis je me pose pas trop la question. Après, l'instabilité, politique, l'instabilité du pays, oui, bah, pareil, hein, depuis que j'y vais, j'ai jamais senti d'instabilité, même si on peut pas la nier, elle existe. Elle existe, elle existe, parce que c'est pas un pays, où tout se passe, très, très, très bien. Il y a pas de guerre civile, heureusement, il y a pas de voisins, donc c'est juste un pays et lui-même avec, une démocratie, avec beaucoup de défauts. Mais bon, néanmoins, il y a des institutions, qui sont issues de la colonisation qui fonctionnent plutôt pas mal. C'est un régime présidentiel avec, des partis politiques et cetera et des députés, des parlementaires, des sénateurs. Mais, globalement, voilà, j'ai jamais ressenti d'insécurité, moi, à Madagascar. La vraie difficulté à Madagascar, c'est, plus que la politique, l'éventuelle insécurité, c'est de toute façon, ils sont complètement, dans un étau. Ils dépendent à 99 des bailleurs de fonds, heu, qui les tiennent. Donc, ils peuvent pas non plus, faire n'importe quoi, parce que demain, de toute façon, ils auront plus un rond. Donc, voilà, il y a le FMI, il y a, la Banque mondiale, il y a l'Europe, tous ces gens-là, font en sorte que finalement ça tient plus ou moins. Mais la vraie difficulté à Madagascar, c'est plus, et le vrai risque, c'est de passer à côté de leur, de leurs coutumes. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est un pays de coutumes. C'est un pays alors il y a des religions, certes, mais avant tout il y a des coutumes et que ces coutumes, elles guident leur vie au quotidien et parfois, tu peux faire des erreurs qui peuvent te coûter cher si tu comprends pas bien ou si tu respectes pas ces coutumes parce que tu vas faire des grosses erreurs. Donc ça, c'est plus le risque et ça, je l'ai appris. Alors je l'ai pas appris à mes dépens parce que j'ai pas connu de déboires, mais j'ai appris au fil du temps qu'il y avait des choses pour lesquelles il fallait vraiment faire très attention, bien plus que, craindre, un risque politique, quoi. Donc ça, voilà et il faut pas oublier que c'est Madagascar, c'est quand même un peu aussi l'Afrique. L'Afrique, il y a aussi ce genre de choses, c'est très tribal, c'est très coutumier, et voilà, il y a des choses, qu'il faut respecter, même si c'est des fois un peu embêtant, contraignant, pas logique, tout ce que tu veux, mais voilà. Ça, c'est un vrai risque, mais bon, voilà, une fois que tu as compris ça, je pense que mais je me pose pas la question, voilà, j'avance dans mon business, heu, je reste optimiste et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Hem On a fait un bon tour là quand même. Ouais, 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 je parle beaucoup après moi, faut m'arrêter, hein. Je sais pas, je sais pas. Le seul point dont j'ai pas trop parlé, c'est ma passion, pour la mer et pour la planche à voile, qui est aussi une des raisons qui m'a mené à Madagascar. C'est vrai que
Et j'aime bien faire le parallèle entre. Euh, on a une plantation qui est tout proche de la mer. Marseille, on est proche de la mer, donc c'est des fèves qui restent finalement de la mer à la mer, même si c'est des mers différentes. Et moi, j'ai un lien particulier avec la mer. Je je peux pas vivre sans être au bord de la mer. Voilà. Aujourd'hui, j'en fais le constat et j'adore. Moi, mon sport préféré et que je pratique encore, c'est la planche à voile. Je fais aussi un peu de kite. Mais voilà, j'ai besoin d'être dans la mer et d'être confronté à la mer, même dans toutes les conditions. Voilà, j'ai toujours affronté des tempêtes dans la mer. Et peut-être que ces tempêtes-là, je digresse un peu, mais je pense que cette capacité à affronter la mer, et notamment quand tu fais de la planche à voile, moi, je fais pas de la planche à voile pour aller faire du slalom par force 3. Quand je vais dans la mer, moi, c'est parce qu'il y a un Mistral à tout casser, que tout le monde râle à Marseille en disant c'est quoi ce Mistral encore? Et ben moi, je prends ma planche à voile, je sors, je vais à la Pointe-Rouge et je m'affronte des vagues de 2 mètres. Je fais ça à Madagascar où les vagues sont plus grosses. Et, et ce côté un peu prise de risque, affronter la mer, ben, c'est peut-être une de mes. C'est peut-être ça qui m'a guidé, enfin qui m'a guidé toute ma vie. Savoir que quand je suis arrivé à Sainte-Maxime, j'ai eu la chance, mes parents ont, ont acheté une maison au bord de la mer, donc j'ai toujours vécu proche de la mer et c'est sûrement peut-être une de mes marques de fabrique et une ligne directrice qui peut, qui peut expliquer certaines choses dans mon parcours, quoi. On est un peu plus protégé du Mistral à Sainte-Maxime qu'à Marseille. Ah ouais, 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 c'est clair. On avait le vent d'Est, c'est pas grave. Moi, j'allais naviguer en bas de chez moi par vent d'Est, c'était assez chaotique. On va passer dans la dernière partie de cette interview qui est un quiz improbable. C'est lui que Euh, je crains le plus. ah là là. Je vais commencer par une question qui n'est pas la question classique, mais c'est quel est ton chocolat préféré dans toute votre offre? Oui, alors moi, il y a un chocolat. Alors, le chocolat noir, 75%, c'est une espèce de base. C'est un chocolat que je peux manger voilà, tous les jours, n'importe quand, n'importe comment. Et après, il y en a un qui m'a marqué quand même parce que je l'ai découvert à Madagascar et bizarrement, il a été repris par presque personne. Et ce qui en fait chez nous un best-seller et c'est le chocolat au Kombawa. Voilà, c'est un mélange absolument incroyable, absolument génial. Le Kombawa, c'est un fruit, génial. D'ailleurs, j'en ai planté dans mon jardin et maintenant je cultive mes propres Kombawa. Donc je dirais le chocolat au Kombawa. Sinon, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Thé, Tu en bois beaucoup par jour tous les ou jours. tous Tous les les jours? jours, 3 tasses. D'accord, donc raisonnable. Quel est ton mot préféré? Hem Alors c'est marrant parce qu'on parlait hier de la devise de la France avec mon fils et chaque fois il nous pose la même question et chaque fois je lui apporte la même réponse et je pense que ça doit être ce mot-là, c'est le mot fraternité. Très beau. Si tu pouvais travailler avec un héros de livre, de film ou un super-héros, qui choisirais-tu comme personnage pour t'associer? Heu, Moi j'ai jamais été trop fan des super-héros, des super productions. Hem, je sais pas, ce serait, peut-être un plus qu'un homme, peut-être un animal, ce serait peut-être un dauphin, on va dire Ah, Flipper le dauphin. super. Quelle est ta chanson préférée? Waouh! Hem, Moi je suis un écouteur de musique assez opportuniste, c'est-à-dire que j'écoute, un peu tout ce qui est dans la tendance. Donc, j'ai pas de, j'ai pas trop d'artistes préférés, heu, mais, disons que la il y a une très belle chanson qui en ce moment me plaît beaucoup et que j'écoute en boucle, c'est Zao de Zagazan, La symphonie des éclairs. Voilà. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé lors d'un déjeuner d'affaires? Ah! Tu m'aurais dit un déjeuner, ça aurait été facile. Un déjeuner d'affaires, Bon, qu'est-ce on qu'il peut, y a on peut ramener ça à un déjeuner alors. ouais, moi, un déjeuner, c'était pendant le tour du monde. J'ai mangé ça s'appelle un coquouille. C'est un espèce de raton laveur. C'est un raton laveur entier, vidé,
qu'ils ouvrent, en papillon comme ça et qui font frire, qui trempent directement dans la friture et qui te sortent comme ça. Ils te le servent avec la tête et les dents qui sont devant toi. C'était complètement dingue. J'ai mangé ça en Colombie. C'était complètement dingue. Ouais, ça, je pense, le truc le plus bizarre que j'ai mangé de ma vie. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Je pense que je dirais au moment où il y a une dizaine d'années, 40, entre 40 et 45 ans, je pense. C'est une belle période parce que bon, maintenant c'est très bien aussi, hein, mais voilà, j'avais tous les outils, je pense, tous les outils, les codes. Hem, moi, comme je suis ingénieur et j'ai pas eu de formation commerciale, donc c'est quelque chose qui m'a manqué, que j'ai acquis sur le terrain et il faut quand même un peu de savoir faire du commerce pour développer des choses et donc je pense qu'à cet âge-là, j'avais tous les outils pour faire et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire le plus possible. Question auquel tu es pas obligé de répondre, tu es plutôt McDo ou gastro? Gastro, évidemment. Ça L'inverse fait au pour moins 20 intérêt. ans que j'ai pas mis les pieds dans un McDo. Mon fils, il a 10 ans, il sait pas ce que c'est qu'un McDo. Ouais, tu as de la chance. Et il a Voilà. de la chance encore plus que. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Heu, Ça dépend pourquoi, pour le travail ou pour la détente, mais ah, non, plutôt lundi matin, moi. Et dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Waouh! La plus étrange que j'ai dans mon bureau, là, je suis dans le bureau de la fi ma fille en ce moment, mais oh, j'ai rien d'étrange, moi, j'ai les photos de mes enfants, étrange, étrange. Si, je peux le dire, c'est rigolo, mais bon. J'ai un courrier de l'assurance maladie qui me dit que j'ai passé 50 ans et qu'il faut que j'aille voir mon médecin. Tu vois le genre de courrier ou quoi? Je vois très bien le genre de courrier. Ça, c'est assez bizarre quand même et Voilà. j'arrive pas à l'ouvrir le courrier, tu vois? C'est On n'a pas envie. non, Ça fait 2 ans que tu l'as reçu, si j'ai bien c'est calculé. ça. Ouais. Bon. Écoute Stéphane, merci beaucoup pour ton temps. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? Bon, soit mon mail, soit mon numéro de téléphone, moi je suis très ouvert, il y a pas de problème. OK. Bah, écoute, Voilà. Tu peux les je diffuser, il y a ferai le aucun relais, ouais. problème, avec plaisir. Voilà. Et on va rappeler l'adresse de la chocolaterie Oui, pour tous bah, ceux c'est qui au veulent venir 120 rue Sainte, dans le 7e arrondissement. à Voilà, Marseille. Terracoa. Voilà, super. On ouvre, après-demain. Et ben Voilà, on super. réouvre. Je mettrai les liens dans les descriptions de l'épisode. Super, c'est sympa. Merci beaucoup pour ton temps et Bah, puis écoute, à très bientôt. merci beaucoup toi, merci aussi à toi, hein, François-Joseph, d'avoir pu me laisser m'exprimer. Écoute, ça fait C'est longtemps toujours que je voulais. intéressant, hein, ça permet aussi des fois de faire un peu d'introspection et de découvrir des choses sur soi-même. Donc c'est toujours très intéressant et bravo pour tes podcasts parce que, voilà, Ça fait 9 c'est, mois que je voulais te recevoir. Je suis content tu me d'avoir le. diras combien je te dois, hein, docteur. Voilà, on en parlera une prochaine fois. Autour d'un Avec plaisir. chocolat. Voilà. Ça marche, OK. Merci, à très Merci à toi. bientôt. Salut, au revoir.